L'écosystème est un point absolument clé, hein. C'était la réponse à la question que Barack Obama avait posée à Steve Jobs. Il lui avait demandé pourquoi est-ce que vous ne bâtissez pas l'iPhone aux États-Unis. La réponse était évidemment que Steve Jobs n'avait pas donné, mais c'est effectivement qu'il faut tout un écosystème pour produire un iPhone. Question de la salle. Nous avons une petite demi-heure, donc commencez là. Peut-être prendre 2 ou 3 questions d'affilée. Merci de vous présenter là. On va commencer là. Merci de vous lever, de vous présenter, d'être concis. Dominique Gillier, CFDT, Conseil économique, social, environnemental. Il y a aussi aux États-Unis un accroissement des inégalités extrêmement fort. Beaucoup de gens qui sont tombés en dessous du seuil de pauvreté. Peut-être que ce qu'expliquait Clara Guémard sur les baisses de dépenses de santé n'est pas étranger. Donc, est-ce que ces éléments-là compromettent pas ce qui est aujourd'hui peut-être un rebond pour que ça devienne une renaissance? Une deuxième question, c'est, vous le disiez tout à l'heure, l'année de la COP 21. Est-ce que la transition écologique et le développement des énergies renouvelables a un rôle dans ce qui est en train de se passer dans l'industrie aux États-Unis, quand on sait ce que sont par ailleurs les positions politiques des États-Unis dans ces domaines? Merci. Oui. Allez-y. Allez-y, on va voir si on vous entend. C'est bon. Oui, bonsoir, Florence Bernard, FB Ingénierie Communication, donc conseil en stratégie management d'entreprise. Énormément de choses ont été dites qui sont passionnantes, mais je rebondis sur ce que vous disiez, Barack Obama, Steve Jobs, une problématique d'écosystème. Il me semble que depuis le début et depuis longtemps, on dit qu'au contraire, aux États-Unis, il y a tout un écosystème pour l'innovation qui est très porteur. Manifestement, je ne suis pas sûre que ça soit ça le problème. Et puis, ça n'empêche pas les GAFA d'avoir une énorme capitalisation boursière. Moi, j'aurais tant de questions, mais depuis le début de ces conférences, je me dis quelle est la finalité de tout ça sur le plan sociétal? Parce que là, on parle d'analyses extrêmement précises, techniques, économiques, beaucoup de chiffres. On parle de l'emploi, de la production industrielle, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi? Et puis, parce qu'on voit bien que la réalité des choses, c'est ça, la réalité pour les gens, c'est quand même ça. Que les emplois soient délocalisés à droite ou à gauche, c'est très bien peut-être dans un système très capitalistique, financier, boursier et ainsi de suite, mais quelle est la finalité de tout ça d'un point de vue sociétal, d'un point de vue humain, hein? Et dernier petit point, la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, elle est aussi avec la spécialisation des pays. Il me semble que la mondialisation fonctionne au départ sur cette théorie de la spécialisation des pays. Alors peut-être particulièrement M. Giraud pourra réagir là-dessus. Est-ce que tout ça n'a pas dévié dans la mesure où on pensait que la Chine serait spécialisée dans la production très très bas de gamme? On nous dit que les métiers très très qualifiés seront réservés, sauveront l'Occident. On voit bien qu'en réalité il y a un basculement à la création de valeur de l'Occident vers l'Orient. On l'enseigne même dans les programmes nationaux d'économie et de management d'entreprise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros bug qui s'est mis en place toutes ces dernières années, puisqu'on voit bien que les Chinois ne sont pas plus stupides que nous, et qui vont même sur l'industrie pharmaceutique, sur l'industrie aéronautique, et ainsi de suite. Donc, quel avenir, globalement, pour la création de valeur en Occident? Merci. On va prendre une troisième question avant de répondre. Monsieur Philippe Hertzmann, président de l'INERIS. Je souhaiterais qu'on revienne 10 secondes sur l'exemple américain, sur le rôle du Mexique. Je voudrais savoir si vous considérez, donc Louis Gallois n'est pas là puisqu'il l'avait déjà évoqué, mais que les États-Unis s'adossent au potentiel du Mexique, notamment en termes d'emploi, dans les mêmes conditions que l'Allemagne a pu s'appuyer d'abord sur l'Allemagne de l'Est après la chute du mur de Berlin, puis sur l'Europe de l'Est, enfin les pays de l'Europe de l'Est, au début du XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez considérer que les deux situations sont analogues? Et question subsidiaire, quid de la Chine, sur lequel on entend des échos concernant l'appui de la Chine vers des pays à bas coût pour eux, notamment dans l'Océanie? Alors, question sur les inégalités peut-être d'abord? Oui, on a deux questions sur la dimension sociale, hein. Oui. Monsieur et madame, là, finalement c'est un peu les mêmes questions. Bon, alors, moi c'est un sujet qui me passionne, je vais être cynique.
Le leadership, le dynamisme de tout ce dont on a parlé aux États-Unis, qui est incontestable à mes yeux, peut parfaitement s'accompagner d'une grande pauvreté, voire d'une pauvreté croissante pour 80% des gens aux États-Unis. C'est ce que j'appelle le modèle indien. Alors personne n'est choqué quand on dit à Bangalore, un entrepreneur d'une start-up en logiciel vit magnifiquement, etc. Et il y a des intouchables et des écarts absolument phénoménaux. Bon, ben, je veux dire, il n'est pas exclu que le devenir social des États-Unis soit celui-là. C'est-à-dire que vous ayez 10 à 15% des emplois qui sont des emplois nomades, pas seulement manufacturiers, au sens où je l'ai dit, qui sont les meilleurs dans le monde dans leur domaine, qui attirent les meilleurs dans le monde dans leur domaine, et puis à côté de ça, des zones entières d'emplois sédentaires, de petits services à la personne non robotisables, qui eux, font qu'aux États-Unis, aujourd'hui, 57 millions de working poor selon leur définition, correspond à peu près au RSA. Hein. Bon. Et là-dessus, 27% de gens qui sont enfin, non, ça représente près de 12% de l'emploi total. Bon, voilà. Donc c'est deux choses un peu différentes. Bon. Deuxièmement, est-ce que toutes les chaînes de valeur vont partir en Chine? Non, bien sûr, elles sont parties massivement en Chine. Il faut qu'elles aillent en Afrique maintenant. Le vrai problème, le grand défi aujourd'hui de la localisation des emplois nomades, c'est l'Afrique. 2,5 milliards d'habitants dans 35 ans. À l'époque, ce sera 2 fois plus que la Chine. D'ailleurs, nous, États-Unis plus Europe, on aura rattrapé la Chine en termes démographiques en 2050. Hein. La Chine, c'est fini. Mais l'Afrique, c'est là. 2,5 milliards et 4 milliards en l'an 2100. Bon. Donc, il va falloir... Je veux dire, on n'a rien vu en termes de relocalisation, de déplacement des emplois dans le monde. Avec la Chine, on n'a rien vu. C'est avec l'Afrique qu'on va voir les choses se produire. Bon. Donc voilà, c'est tout. Question sur l'emploi. Oui, d'abord sur l'écosystème, je voulais juste faire une précision. Je parlais de l'écosystème industriel, qui est vraiment sur les 12% du PIB industriel, pas de l'écosystème numérique ou technologique, qui lui, effectivement, est tout à fait dynamique. Donc là, on était vraiment sur... il y a eu un peu cette divergence entre les différents écosystèmes. Celui qui existait dans le passé, l'écosystème industriel a existé dans les années 70-80, il a disparu après 2000. Donc ça, c'est un premier point important. Et donc, du coup, il faut recréer cet écosystème du côté industriel, automobile, aéronautique, chimie, etc. Alors, pour moi, quand vous posez la question du sociétal, je pense qu'il y a un point aujourd'hui qui est en retard. On a eu deux vagues, en fait. Et vous pouvez regarder les 20 dernières années avec la globalisation et les évolutions technologiques. Pour moi, c'est vraiment les deux axes majeurs qui entraînent des perturbations dans toutes les économies mondiales. S'il y a un élément qui s'est faiblement adapté dans certains pays, mais même aux États-Unis, c'est la formation. C'est-à-dire que la base, on a une base de gens adaptés à l'industrie d'aujourd'hui, industrie au sens large, industrie, service, secteur, mais les vagues de transformation induites par la montée de la Chine, la montée de l'Inde, la montée de l'Afrique à venir, etc., fait qu'on doit accélérer le redéploiement des gens d'un secteur dans l'autre. Et donc ce redéploiement, les Américains peuvent le faire, leur flexibilité du marché du travail est là, donc eux, ça, c'est pas comme nous. Mais par contre, ce qu'ils n'ont pas complètement fait, c'est est-ce qu'on reforme les gens pour les métiers de demain. Et aujourd'hui, par exemple, on parle des data scientists, tout le big data. Les Américains n'en ont pas assez. Ils n'ont pas, alors ils sont en train d'adapter leur système d'éducation, mais nous on avait estimé à 200 ou 300 000 il y a quelques années le nombre d'emplois qui pourraient être créés sur, alors pas uniquement data scientist, mais autour du big data. Donc aujourd'hui pour moi l'élément sociétal va, et je focaliserai énormément sur comment est-ce qu'on reforme la force de travail sur les métiers de demain, parce que si on ne le fait pas, il y a des tas de métiers qui ne vont pas se créer. Juste pour donner un exemple, on a fait la même étude aux US et en France, je ne me rappelle plus exactement le chiffre sur les US, mais sur la France, on avait quantifié à 700 000 emplois à l'horizon 2020, le nombre d'emplois qui ne seraient pas créés si on n'adaptait pas notre système d'éducation. Donc c'est simplement parce qu'aujourd'hui, vous regardez, alors ça on l'avait fait il y a 3 ans, on vient juste là aujourd'hui, je vois, ça fait quand même 5 ans qu'on dit qu'il faut créer du Big Data, Télécom et Polytechnique viennent de faire leur premier master de Big Data, 2015. Le Big Data, on en parle depuis 2008. Je prends ça comme un exemple. Mais il y a toutes les écoles, dans des tas de domaines, devraient adapter.
Point numéro 1. Point numéro 2, c'est la formation continue. Quelle est l'efficacité aujourd'hui, on revient sur les 32 milliards de formation continue, quelle est l'efficacité de ces 32 milliards à reformer les gens pour le métier de demain? Donc pour moi, sociétalement, je focaliserai énormément sur préparer les jeunes, mais aussi ceux qui sont dans la vie active, au métier de demain, pour que justement on crée les bons emplois et qu'on ne les laisse pas simplement sur le bord de la route avec les compétences d'hier qui ne sont plus adaptées puisque les jobs ont disparu. Merci. Thibaut, sur la question du Mexique et aussi sur le parallèle qu'on peut faire avec les pays de l'Est pour l'Europe. Oui. Alors sur le Mexique, c'est vrai que bon, on a beaucoup parlé de relocalisation là, ce soir. On a un petit peu moins parlé de reshoring versus nearshoring, c'est-à-dire qu'on relocalise à proximité, pas aux États-Unis mais à proximité, donc en particulier au Mexique. Le Mexique a beaucoup progressé. Enfin, l'industrie, que ce soit l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, a beaucoup progressé sur les 5-10 dernières années. Si on regarde par exemple la localisation des emplois au sein de l'ALENA dans l'industrie automobile, les États-Unis, en 2000, ils étaient quasiment à 2/3. Ils sont aujourd'hui à peine à la moitié encore. Et en parallèle, on voit que c'est le Mexique qui a grappillé des parts de marché. Il y avait 25% des emplois automobiles qui étaient localisés au Mexique en 2000. Et aujourd'hui, on est quasiment à 40%. Donc on voit qu'il y a vraiment un déplacement. Il y a encore quelques années, le Mexique, c'était quasiment un pays atelier, un petit peu l'homologue de la Chine. Mais c'est l'industrie mexicaine, c'est une industrie qui monte très rapidement en gamme. Et aujourd'hui, ils ne sont plus du tout simplement sur la fabrication, ils sont également sur la conception. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et voilà, on voit un petit peu comment l'organisation, l'implantation des constructeurs automobiles, des sous-traitants, se fait dans cette région, dans l'ALENA. Merci. Dernier point, la question sur les énergies renouvelables aux États-Unis, c'est est-ce qu'ils y travaillent? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent? On parle beaucoup du gaz de schiste, du pétrole de schiste. Est-ce que dans ce secteur qui n'est apparemment pas formidablement encouragé par l'administration, est-ce qu'il y a des progrès, des choses importantes qui se passent? Oui, avec à la fois l'avantage, c'est-à-dire les forces et les faiblesses des États-Unis. Aux États-Unis, la faiblesse, c'est que l'État s'en mêle pas. Enfin, on ne peut pas dire qu'il la cite très vigoureusement. Je parle de l'État fédéral. Par contre, les initiatives locales sont beaucoup plus fortes. Mais bon, on n'a pas les aberrations dans lesquelles nous nous jetons tête baissée, comme des subventions massives de l'éolien en mer ou du photovoltaïque. Et il y a l'écosystème, comme j'aime pas ce mot, mais je l'emploie parce que maintenant tout le monde l'emploie, donc je me plie démocratiquement aux usages. Il n'y a pas l'écosystème technologique qu'il y a et qui soutient fortement les ENR qui sont rentables aux États-Unis. C'est-à-dire le solaire en Californie, c'est complètement rentable, etc., etc. Donc, je crois c'est les États-Unis, c'est-à-dire c'est le marché, deux interventions fédérales extrêmement limitées. Et par conséquent, de l'innovation, mais en même temps pas de déploiement volontariste, peut-être pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, mais ça c'est une autre question. Autre question, interrogation, interpellation, contradiction, confirmation. Monsieur là-bas, ensuite là. Oui. Bonsoir, donc je m'appelle Sylvain Didot, je travaille pour une entreprise américaine de la plasturgie qui s'appelle Silder, donc un leader dans le domaine. Je suis aussi délégué général. Ça marche pas toujours. Si vous parlez dedans, ça marche. D'accord. Je suis aussi délégué général de la Fédération de la chimie CFE-CGC. En fait, je voulais revenir sur la question principale, la simple rebond ou renaissance là aux États-Unis. Et rebondir sur des remarques qui ont été faites par des intervenants, notamment donc Thibaut Biedermeier, qui a dit à 2 reprises que beaucoup d'emplois avaient été détruits dans l'industrie et ensuite un petit peu recréés, et puis depuis d'ailleurs pas grand-chose. Je suis toujours en face. Hein. Et aussi toujours sur la remarque à un moment de Louis Gallois, qui a expliqué que l'Alabama, notamment, était accueillante pour les industries.
en ce qui concerne, alors c'est un élément d'analyse en fait, hein, en ce qui concerne le monde de l'automobile, il se trouve que j'ai travaillé à Greenville, en Caroline du Sud, un certain temps, et vous savez qu'à Greenville, il y a Michelin qui a son site, enfin son siège nord-américain, mais il y a aussi BMW qui possède une de ses plus grosses usines au monde, sinon la plus grosse, et qui fabrique des automobiles qui reviennent vers l'Europe d'ailleurs, hein, pas seulement des automobiles pour le marché américain. Il se trouve, on peut observer très facilement qu'après les années 80, en fait, consensus de Washington, les constructeurs asiatiques et européens ont répondu à l'appel de ces États du Sud qui leur disaient « Venez chez nous, en effet, vous aurez peu de taxes, une main-d'œuvre jeune et malléable et pas chère, et en effet, le troisième élément du triptyque gagnant, c'était pas de syndicats. Pas de syndicats, parce que syndicat, c'était en fait synonyme de progrès social, et c'est ce qu'on a vu dans les États du Nord, hein, à Détroit, donc les trois gros dont on a parlé tout à l'heure, Ford, Chrysler, et oui, c'est un peu long, mais je voulais quand même donner cet élément-là, Ford, Chrysler et puis General Motors, qui ont en effet risqué la faillite, vous l'avez dit, et d'ailleurs ça n'aurait tenu qu'aux républicains et à Dick Cheney, on les laissait plonger. Et c'est Obama qui a décidé et qui a forcé en fait les entrepreneurs, mais aussi le syndicat, à négocier pour en effet supprimer des sites, etc. Et alors, voilà ce que je voulais dire, c'est que comment ça s'est fait? Par exemple, dans une boîte comme Ford, que j'ai visité au cours de l'année dernière dans un voyage d'études, on a viré la moitié des gens. C'est très simple, hein. On a viré la moitié des gens. On a créé une deuxième grille de salaire, en dépit de Equal Pay Act, hein, qui dit à travail égal, salaire égal. On a créé donc une deuxième grille de salaire qui est moitié moindre que la première, et on a rembauché presque très vite à peu près un tiers des gens. Donc on a fait ça chez Ford, chez Chrysler, chez General Motors, oui, et chez des sous-traitants, donc je pourrais vous expliquer longuement. Voilà. Donc, ce qui fait penser qu'en fait, on a plus affaire à un rebond, et on voit pourquoi. Quand on parle de modération salariale, hein, on peut voir aussi... D'accord, je crois. D'accord. Je crois qu'on a compris. Comme ça. Oui, mais vous avez même oublié la protection sociale, parce que dans ces nouveaux contrats de travail, il y a aussi une protection sociale, et souvent, d'ailleurs, une partie très importante de la baisse du coût salarial se fait là-dessus. Je ne l'ai pas oublié, mais ça va en effet avec cette destruction. Je crois qu'il faut laisser la parole aux autres aussi. D'accord, je vois que c'est gênant. Mais on va vous répondre. Autre question, là? Est-ce que vous pouvez vous lever, même si ça ne marche pas? Comme ça, on vous verra au moins. Donc simplement, moi, une remarque positive, c'est quand même que la révolution des gaz de schiste a donc déplacé la génération électrique aux États-Unis du charbon vers le gaz, avec quand même une diminution des émissions de gaz à effet de serre entre 2009 et 2013 de 15%. Ils sont passés en dessous des 6 milliards de tonnes. Et l'effet pervers que ça a pu avoir sur l'Europe, puisque le déplacement du gaz vers le charbon a fait effondrer la tonne de charbon que les Allemands ont reprise pour compenser le coût de leur transition énergétique. Donc méfiance aux effets pervers en matière de transition énergétique et de décision politique. Voilà. Merci de ce point important. Autre question, interpellation, réaction, là-bas au fond. Oui, bonjour, je suis François Omril, salarié d'une entreprise qui s'est appelée Péchinet dans le temps et qui, à la suite de 2 OPA dans les années 2000, a été complètement démantelée. Et par ailleurs, de la Fédération de la chimie CFE-CGC. Une question simple, puisque dans ce débat, finalement, on met beaucoup en opposition le modèle américain, si tant est qu'il en existe un, et le modèle européen, si tant est, on a vu tout à l'heure que c'était beaucoup plus complexe qu'il en existe un. Moi, je voudrais revenir sur la question de la recherche. On sait très bien qu'aux États-Unis, l'État fédéral subventionne assez massivement la recherche publique et qu'il sait à tout moment, et sur des filières très précises, mettre les moyens pour la subventionner et après mettre à la disposition de l'industrie privée les acquis de la recherche publique.
Et j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi, au moins sur ce sujet-là, l'Europe ne singe pas un petit peu plus les États-Unis. Puisque dans le même temps, alors qu'on a vu dans les années 2000 la recherche publique française en proie à des gros problèmes de financement, et je crois savoir que ça n'est pas encore terminé aujourd'hui, on mettait en place des dispositions d'exonération fiscale vis-à-vis de l'entreprise privée pour soi-disant subventionner la recherche. Or, on sait que ce dispositif a par ailleurs, sur certaines entreprises, suivant leur taille, une certaine efficacité. On est assez bien placé de notre côté pour savoir que dans beaucoup de multinationales qui ont leurs activités en France, le crédit impôt recherche n'a pas eu d'effet positif sur le développement de la recherche en France, mais qu'au contraire, il a permis pour une partie importante à contribuer à ce qu'on peut appeler de l'évasion fiscale. Merci. Dernière question, ensuite réponse groupée. Est-ce qu'il y en a une? Ou est-ce qu'on a épuisé le stock de questions? Monsieur? C'est Thierry. Jean-Pierre Chevalier, je suis titulaire de la chaire des matériaux industriels au Conservatoire des Arts et Métiers. Je suis un peu terrorisé ce soir. Mettez le micro un peu plus près. Oui, il est quasiment dans la bouche. Je suis un peu terrorisé ce soir parce que tout le modèle qu'on a vu jusqu'à présent sur le rebond américain est basé sur la consommation. Et je crois qu'on est en droit aujourd'hui, et Pierre Noël l'a un peu évoqué, de se demander combien de temps ça peut durer. Pas tellement que ça doit durer, mais que ça peut durer. Hein, que ce soit les GAFA, que ce soit Google ou Facebook, on marche en vendant de la publicité et en augmentant le coût des actions. Elles augmentent toutes seules. Mais on ne produit rien. On ne produit rien en termes agricoles ou en termes manufacturés. Apple et Amazon, c'est différent. Donc je crois que ce modèle, qui est un modèle vraiment tourné vers la consommation, avec de l'argent qui parfois est un peu fictif, surtout quand vous ne payez pas vos dettes, ça me laisse rêveur. Mais ceci dit, j'y connais rien. Merci. Thibault, d'abord sur l'interpellation concernant les salaires, sur tout ce qui a été fait aux États-Unis, sur les salaires et au-delà, sur des conditions souvent moins favorables qui ont été faites aux salariés dans les nouveaux emplois qui sont développés dans l'industrie. Je peux que aller dans le même sens que ce qui a été dit, parce que c'est un petit peu ce qu'on raconte dans la note, justement. Les restructurations de l'industrie automobile, c'est des suppressions de postes, des fermetures d'usines dans le bastion historique de l'automobile, donc la région de Détroit, les Grands Lacs, etc., pour les déplacer vers des régions qui sont beaucoup plus... qui présentent un coût du travail plus faible, qui présentent une législation beaucoup plus souple. Donc voilà, il y a eu un véritable déplacement de l'industrie automobile des États du Nord vers le Sud, et c'est quelque chose qui a permis aussi aux constructeurs automobiles de gagner en compétitivité. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ça peut être regrettable, hein, mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'aussi, toutes les implantations de constructeurs européens ou asiatiques aux États-Unis, la plupart se font dans les États du Sud. Donc ça, c'est une réalité. Sur le modèle reposant sur la consommation aux États-Unis, est-ce que l'un de vous veut... Eric? Non, je pense que déjà aujourd'hui on a quand même focalisé sur l'industrie. Je pense que la discussion sur le modèle global américain devrait être un peu plus large. Devrait être un peu plus large. Je ne suis pas sûr qu'on veuille l'ouvrir maintenant vu l'heure. La seule chose que je mentionnerais, c'est quand on pense aux gains de productivité, il y a les gains de productivité quand on regarde le début des années 2000 aux États-Unis, c'est à 50% dans tout ce qui est la distribution. Et donc, je dis ça simplement pour dire qu'il faut regarder chacun des secteurs. Aujourd'hui, on se focalisait sur 12% du PIB américain. Il en reste 88 qui est en transformation et qui n'est pas uniquement tiré par la demande. Il y a aussi il y a une compétition. Il faut toujours, un point que je n'ai pas dit aujourd'hui, mais s'il y a un élément, quand vous comparez l'Europe et les États-Unis sur plein de dimensions, il y a un seul élément sur lequel les Américains sont toujours meilleurs qu'un pays européen. C'est l'indice d'intensité concurrentielle. C'est-à-dire qu'en moyenne, un secteur aux États-Unis a toujours plus de concurrence qu'en Europe. Sur tous les autres indicateurs, il y a toujours un pays européen qui est meilleur. Et donc sur cet élément-là, c'est ce qui d'ailleurs conduit au gain de productivité, parce que comme la compétition est féroce, eh bien, les gens investissent, les gens font des gains de productivité, qui commencent d'abord par l'innovation, c'est pas uniquement une question de coût, etc. Donc, juste pour dire que c'est pas uniquement lié à la consommation, il y a aussi une transformation technologique, comme j'ai mentionné pour l'industrie, mais qui s'applique à plein d'autres secteurs de l'industrie qui sont en train de conduire à certains gains de productivité qui vont rendre les autres secteurs plus générateurs d'emplois et en tout cas de valeur ajoutée. Je voulais faire juste deux commentaires. Le premier, c'est sur la recherche publique.
pour moi, c'est simplement une question culturelle. En Europe, c'est pas que les gens ne veulent pas, mais ça a pris 10 ou 15 ans de plus. Aujourd'hui, il y a quand même eu un paquet, il y a beaucoup d'industriels ici. Quand vous aviez, il y a 10 ans ou 15 ans, même il y a encore 5 ou 7 ans, dans certains labos de recherche publics français, et vous leur dites, on vient là pour faire un partenariat, propriété intellectuelle, etc. Il y a encore une partie de mentalité dans certains secteurs qui est, non, on est là pour faire de la recherche publique, pas pour faire du business. Et c'est ça la différence. Aux États-Unis, on ne trouve jamais ça. Au contraire, les universités vous accueillent constamment. Et là, moi, j'ai des cas vécus. C'est en train de changer. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut généralement une génération pour changer la mentalité. Donc, logiquement, d'ici une dizaine d'années, ça devrait être fini. On devrait être dans les mêmes conditions thermodynamiques entre la recherche publique et la recherche privée. Mais pour moi, l'Europe, ça a été essentiellement une question de mentalité, en particulier sur la France, d'ailleurs, parce que très souvent, les partenariats à faire en Hollande ou en Allemagne sont plus faciles parce qu'il y a naturellement une vue de, bah oui, naturellement, le public doit faire des partenariats et doit aussi tirer parti de ces avancées. Donc pour moi, ce n'est pas une question technique, c'est une question plutôt de mentalité. Ma deuxième remarque, c'était sur le premier point, effectivement sur le point de la modération salariale. Si vous regardez quand même l'automobile, il y a eu du Schumpeter depuis 15 ans. Les Allemands ont fait leurs évolutions dans les années 2000, avant la crise. Les Américains l'ont fait en milieu de la crise et les Français l'ont fait après la crise. À chacun de voir à quel moment est-ce qu'il vaut mieux faire son adaptation en termes de restructuration pour la compétitivité. Est-ce que c'est avant, pendant ou après? Mon hypothèse, c'est que c'est toujours mieux de le faire avant, parce que quand on le fait avant, on est plus à même de faire ça socialement, de façon socialement acceptable. Quand on est au milieu de la crise, c'est toujours très très dur, et après, c'est encore plus compliqué. Donc je pense qu'on pourrait aussi débattre de cette façon d'adaptation de chacun des secteurs, qu'il est au bon moment que ça doit se faire pour assurer la compétitivité. Pour terminer, Eric, sur les leçons qu'on peut tirer de ce rapport sur l'industrie américaine, donc entre rebond et renaissance, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour la France, comme leçon positive? Des points tout à fait positifs, mais aussi quelques, on va dire, opportunités à les capturer. Le problème, si je reviens un peu sur l'industrie de demain, on est près de la demande et on est près de l'innovation. Si je prends ça comme deux hypothèses, la première, si on regarde la demande, c'est pas la demande française d'ailleurs. Et c'est là d'ailleurs, la demande, je veux dire, c'est la demande européenne. Puisqu'en gros, quand on parle de la plaque nord-américaine, il faut regarder l'Europe des 28 ou des 30, si on rajoute la Suisse et la Norvège. Et donc la question ici va être de se dire en quoi notre pays est attractif pour être une source de production industrielle pour servir le marché européen. Donc pour moi, on parlait tout à l'heure des États du Sud, les États du Nord aux États-Unis. Bah, nous, on a aussi des modèles qui ont évolué, les Suédois, les Allemands, les Irlandais, les Italiens. Donc là, la question est de se dire justement, comment on assure l'attractivité du pays France dans le contexte des 30 européens pour être la source d'implantation de l'industrie pour servir le marché européen. Ça sera le premier point, première implication. Et donc il y a sûrement des éléments à évoluer pour rendre encore plus attractif l'implantation française. Deuxièmement, source d'innovation. Alors c'est là où, au-delà de la remarque que je faisais tout à l'heure, tout ce qu'on a fait autour des clusters depuis 15 ans maintenant, et sûrement, quand on compare au reste de l'Europe, on s'est remis dans le jeu. Et donc, comment est-ce qu'on utilise les 50, 60, les différents pôles qui sont tous existants aujourd'hui, où justement, on a amélioré le lien entre recherche publique, recherche privée, PME, grands groupes, écoles. Comment est-ce qu'on utilise ces clusters justement pour rebooster? Alors aujourd'hui, on a des tas d'exemples d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des exemples. C'est pas juste à venir. On a des exemples où dans la métallurgie, des exemples dans l'Internet des objets, des exemples dans le Big Data et autres, où ceci est en cours. Et donc là, je dirais comment est-ce qu'on accélère ces sources d'innovation, leur pertinence, leur compétitivité mondiale, pour attirer justement les investissements, qu'ils soient étrangers ou français d'ailleurs, pour continuer à avoir une offre industrielle importante. Et alors le troisième élément, je mentionne simplement, c'est quand on pense industrie, c'est là, lui l'a dit, moi je le dis depuis 10 ans, arrêtons le industrie versus le reste. Aujourd'hui, c'est où sont les secteurs justement productifs. Et là, on parle de software et services. Les software et services vont être un élément de plus en plus important pour la production industrielle, la propriété intellectuelle, tout ce qui est design, marketing, R&D. Et donc justement, quand on pense industrie, pensons large, pensons création de valeur, quelle qu'elle soit en manufacturant des choses ou en les créant. Et ça, je pense que c'est quelque chose où il faut faire tomber les barrières.
Merci Eric pour conclure ce débat. Je passe la parole à Thierry Veil. Bon, ben, je ne vais pas conclure, mais je voudrais tous vous remercier pour ce débat. D'abord les auteurs du livre et nos débatteurs et tous les participants habitués des discussions de la Fabrique de l'Industrie et de l'American Chamber of Commerce. Je vous prie d'excuser Clara Guémard qui a préféré dîner avec Emmanuel Macron plutôt que de partager avec vous un verre dans la salle des colonnes. Mais pour ceux qui sont restés jusque-là et qui veulent poursuivre le débat, vous pouvez aller prendre un verre en salle V213. Si vous sortez par l'arrière, vous suivez les charmantes jeunes femmes qui sont au fond de la salle et c'est fléché. Merci à tous et merci Jean-Marc pour votre animation.